Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui Monsieur Koné Tefour, ex-député à l'Assemblée nationale, vice-président du RACI, entendez Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, et candidat à la mairie d'Abobo aux récentes municipales. Honorable, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour et merci de nous recevoir ici à votre QG de campagne qui est devenu un peu votre bureau de travail aussi. Alors, vous étiez à Ferke-Sédougou et à Daoukro. Vous avez accompagné M. Guillaume Soro dans cette mini-tournée. On a vu beaucoup de liesses populaires autour de son arrivée à Ferke et puis à Daoukro. À toutes les étapes, il réaffirme sa joie de retrouver une certaine liberté de pensée, de parole et d'action. Comment se fait-il qu'il s'est retrouvé aussi léger juste après son départ de l'Assemblée nationale? Il s'émancipe de qui, de quoi? À l'occasion donc de la mise en place du comité politique, qu'après la mise en place du comité politique, il irait à Ferke pour aller échanger avec ses parents, pour leur dire et expliquer les raisons de son départ du sommet du perchoir de l'Assemblée nationale, mais également pour demander leur bénédiction. Parce que lui-même l'annonçait, c'est maintenant qu'il démarre la vraie politique. Et donc, j'ai trouvé un homme politique en phase avec ses parents, avec sa population. Vous savez que Guillaume Soro a été élu député de Ferke aux élections de 2016. Il le demeure d'ailleurs. Oui, il le demeure d'ailleurs. Et donc, cette population sortie massivement pour venir l'accueillir le jeudi dernier. Et le vendredi, cette population a réitéré cette mobilisation pour venir l'écouter. J'avoue que Guillaume Soro était très décontracté, très libre de dire tout haut et tout fort ce qu'il pensait de la politique en Côte d'Ivoire. Cela a été d'autant plus possible que depuis les élections de 2016, la politique au sommet de l'État avait pris une autre tournure où tout était dicté par l'exécutif, où véritablement tout comportement ou toute posture était dicté par l'exécutif, tout était sous contrôle d'après eux-mêmes. Alors vous dites que c'est en somme parce qu'il est frustré. C'est quelqu'un qui est fort dans l'esprit et régulièrement il exprimait ce qu'il ne ressentait pas. Il disait toujours, mais peut-être à huis clos ou enfermé, que l'orientation qui est donnée à la politique ivoirienne n'était pas la bonne orientation. Vous vous souvenez qu'il a eu à le répéter, qu'il a dit au président de la République qu'il n'était pas contre le RHDP, mais qu'il ne voulait pas que le président de la République aille à l'accélération et qu'il ne fallait pas que le président de la République mette de côté le PDCI. Est-ce que c'est le président de la République qui a mis de côté le PDCI ou est-ce que ce n'est pas le PDCI lui-même qui s'est mis juste à côté? Si vous vous souvenez, le RHDP n'est pas né aujourd'hui. C'était une coalition de partis politiques contre le président Laurent Gbagbo. C'était au plus profond de la crise ivoirienne. Et vous avez remarqué que le RHDP a soutenu le président Alassane Ouattara au pouvoir. Parce que le président Ouattara est venu au pouvoir avec le RHDP. Mais aller transformer cette plateforme en parti politique, c'est ce que le président Bédié et le PDCI ne voulaient pas. Mais justement, c'est le président Bédié lui-même qui avait déjà affirmé que la prochaine étape après 2015, la victoire de 2015, c'était la constitution de ce parti unifié-là. Donc on ne comprend plus après ce revirement pour des questions d'alternance. Personnellement, je suis un peu mal placé pour parler ou justifier la posture de Bédié qui dit qu'il avait un accord avec Alassane Ouattara, le président de la République. Ça aussi, on ne saura jamais. Personnellement, ce que je sais, c'est que celui pour qui véritablement je suis très ancré dans la politique, c'est
l'honorable Guillaume Soro, que j'accompagne régulièrement, qui a dit au président de la République, lorsqu'il lui a demandé d'adhérer au RHDP, il lui a dit: nous avons commencé ensemble avec un parti fort, un parti important, mais un parti qui a été mis en place par le père fondateur dont nous tous nous réclamons. Si on va au RHDP, quelles que soient les dissensions, quelles que soient les difficultés d'approche, il était bon, parce qu'il y avait difficulté, qu'on aille au dialogue comme le prône le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Houphouët-Boigny. Et c'est pour cela que le président Guillaume Soro a demandé au président de la République de ne pas aller à la précipitation. Vous savez, quand tout le monde est d'accord, on va à la construction, même si on va rapidement, il n'y a pas de problème. Le débat, en fait, c'était autour de l'alternance. Oui. Et la question du RDR à l'époque, c'était de savoir qui proposerait pour cette alternance le PDCI, par exemple. Et jusque-là, il n'y a jamais eu de réponse. Cher ami, si je veux vous répondre par rapport à ma position d'observateur de la politique nationale, je le suis un peu comme vous. Je vais vous dire que les vraies difficultés sont nées du côté du RDR. Parce que vous comprenez que quand les deux présidents, le président de la République et son aîné, Henri Konan Bédié, sont en négociation, sont en entretien, en train de comprendre comment ils vont conduire le RHDP, Parti unifié, alors que le président Bédié était le président de cette plateforme. Pendant ce temps, les lieutenants du RDR, je voudrais citer Kandia Kamara, Adama Bictogo et autres, qui disaient que le RDR ne peut pas faire que 10 ans au pouvoir, que le PDCI a déjà fait 40 ans au pouvoir. Vous voyez, le vrai problème est né de là. Aujourd'hui, le PDCI est à la manœuvre de la constitution d'une nouvelle plateforme. Quelle sera la place du RACI, du MVCI de Sekongo, du RACI de Kanigui Soro, du MVCI de Sekongo et du comité politique de Guillaume Soro? J'avoue que nous sommes dans un champ politique où véritablement les coalitions se font. Se font et se défendent. Aujourd'hui, avec ce qui est donné de constater, nous et Guillaume Soro sommes sortis du RHDP. Ça, je peux vous le dire aisément, nous sommes sortis du RHDP. Vous n'appartenez pas donc encore à cette... Nous n'appartenons pas encore à une plateforme. Mais ce qui est important de dire, c'est que vous savez, quand vous ne vous sentez pas à l'aise quelque part, vous quittez. Mais quand vous vous sentez à l'aise quelque part, vous y allez. Pour l'instant, nous sommes sur la bonne voie avec le président Henri Konan Bédié, avec la plateforme annoncée par le président Henri Konan Bédié, parce que le président Henri Konan Bédié a ouvert ses bras à Guillaume Soro. Il n'empêche que vous êtes encore hésitant. Son fils, non, nous ne sommes pas hésitants. Vous avez vu et vous avez annoncé tout à l'heure qu'après Ferké, le samedi, Guillaume Soro s'est retrouvé aux côtés de son père, Henri Konan Bédié. Il en a beaucoup de papa quand même. Voilà. Oh, vous savez, quand vous êtes un fils, j'allais dire valeureux, pétri de valeurs, vous avez beaucoup de papas. En Afrique, on le dit, quand vous êtes bien, vous êtes le fils de tout le monde. Mais quand ça ne va pas, quand l'éducation n'est pas bonne, vous êtes l'enfant de vos propres parents, de vos géniteurs. Aujourd'hui, si tout le monde ouvre les bras à Guillaume Soro, c'est parce que quelque part, c'est un monsieur bien éduqué, c'est un monsieur qui a de la valeur, c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Alors dans cette plateforme, il y aura, je dirais, une plateforme anti-Ouattara, hein, c'est très clair, non? J'allais dire que c'est une plateforme qui veut apporter la démocratie en Côte d'Ivoire, qui veut apporter l'état de droit en Côte d'Ivoire, qui veut construire en Côte d'Ivoire une justice sociale, ce qui n'est pas présentement fait en Côte d'Ivoire. Il y a Pascal Aflin-Guesson, le week-end dernier, qui était beaucoup plus clair. Pour lui, cette plateforme sera mise juste en place
pour, voilà, pour faire partir, disons les choses comme ça, pour faire partir le pouvoir Ouattara. Et le reste, les idées, les projets de développement et autres, et ça, on verra après. Il y a un premier combat qu'il va y être mené, c'est le départ du pouvoir Ouattara. Moi, ma vision des choses, c'est de faire partie d'un système qui ne favorise pas l'éclosion des valeurs en Côte d'Ivoire. Au plan politique, la politique qui est prônée ici est une politique qui empêche les citoyens ivoiriens de s'exprimer. Vous avez vu les élections de 2016, lorsque des citoyens se sont levés pour dire qu'ils veulent être candidats, ce qui est consacré par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et par la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est le libre choix d'appartenir ou d'être candidat. Vous avez vu que l'exécutif lui-même est monté au créneau pour dire celui-là peut être candidat, celui-là ne peut pas être candidat. Et pour cette raison, vous avez vu que des gens ont été limogés. Des opérateurs économiques se sont vus arracher des marchés. Des gens ont été menacés. Aux élections municipales, c'était la même chose. Je pense que la mise en place de cette plateforme veut faire partie, et ça c'est mon point de vue, tout un système. Ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara, mais c'est un système qui empêche l'Ivoirien de s'épanouir. Parce que la politique rime avec la contradiction. Vous savez que quand il y a le pouvoir, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, même au sein d'un même parti politique. Et au sein du RDR, au sein du RHDP, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. Et je pense que ça ne peut pas emmener la Côte d'Ivoire à emprunter le bon chemin du développement. Pour moi, mon point de vue, le développement commence par le débat contradictoire, par le développement humain, par la prise en compte de l'ensemble des préoccupations de toutes les populations. Je vous entends bien, mais ce système-là, vous-même vous étiez député à l'Assemblée nationale. Sous la bannière du RDR, oui. Il y a une mandature. Vous avez approuvé toutes les réformes mises en place par ce pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, vous trouviez que rien ne marche, on a du mal à vous suivre en fait. Bien, merci. Je suis de la commune d'Abobo, élu dans la circonscription d'Abobo. Aujourd'hui encore, je suis un élu, député suppléant, conseiller municipal. Pourquoi hier j'accompagnais ce système? Pourquoi aujourd'hui je suis sorti de ce système? À l'intérieur de ce système, pendant que j'étais à l'Assemblée nationale, je faisais partie de ceux qui participaient au débat contradictoire. Mais le débat contradictoire n'est pas le bienvenu dans ce système-là. Déjà, j'avais commencé à prendre mes distances. Quand je suis rentré au Parlement ivoirien, j'étais à la recherche véritablement d'une nouvelle politique. D'une politique qui me donne l'opportunité ou l'occasion de m'exprimer, de prendre en compte le point de vue de mes mandats, c'est-à-dire les populations d'Abobo. Vous voyez, pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai accompagné la politique du RDR parce que c'était la politique qui nous annonçait ici à Abobo un changement radical de la politique qui était précédemment prônée par le président Laurent Gbagbo, qui disait que les nordistes ne devaient pas connaître de promotion, qui disait que les nordistes ne devraient pas accéder au pouvoir, qui disait que les gens qui portaient les boubous, c'est-à-dire les musulmans, devraient être chassés de Côte d'Ivoire. Donc c'était... Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a dit ça? Mais à l'époque, oui, je parle du pouvoir passé, ça a commencé sous Bédié. Mais aujourd'hui, je me rends compte tout simplement que ça a été véritablement une arnaque politique. Il y a des choses. C'est quand même fort ce que vous dites. Non, c'est une arnaque. Parce que nous y avons tellement cru qu'ici à Abobo, j'ai mes parents qui sont morts. Oui, parce qu'il suffisait seulement de dire que Laurent Gbagbo Bédié ne voulait pas de la candidature d'Alassane Ouattara, et puis nous, on prenait les rues. Vous êtes témoin, vous êtes journaliste, vous avez été observateur de ce que Abobo a apporté en termes de mobilisation des militants, j'allais dire même des ressources humaines, et des sacrifices suprêmes au prix des biens matériels saccagés, au prix du sang, au prix des vies humaines. Et dès qu'on accède au pouvoir,
Le premier langage, la première expression, je ne dois rien à personne. J'étais très sceptique. Et puis j'ai observé que pendant tout le premier mandat, rien n'a été fait à Abobo. Avant la fin du mandat des députés, j'étais celui qui défendait bec et ongle la politique à visage humain. C'est pour cette raison que pendant mon mandat de député, j'ai commencé les actions sociales parce que c'est ce que nous attendions. Ouais. Mais au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes. Alors, mais en même temps, c'est dans cette même commune d'Abobo que vous avez participé à des élections municipales. Mais vous avez perdu. Et c'est Ahmed Bakayoko, le candidat du RHDP, qui a été retenu par ces mêmes populations que vous défendez. Alors, Monsieur Koné-Tefour, aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est là. Oui. J'imagine que Ahmed Bakayoko n'a pas gagné les élections à Bobo. Ben ça, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'effectivité. Oui, parce qu'il y a la série d'abord. Oui, même si on ne fait pas l'histoire, vous avez dit que les populations l'ont choisi. Ben oui. Aujourd'hui, il a un mal de légitimité à Abobo ici. Ahmed Bakayoko lui-même cherche à me rencontrer. C'est vrai que je suis dans le conseil municipal, mais on n'a jamais eu, jusqu'à aujourd'hui, un seul conseil. Ça n'a pas encore été fait. Donc, il n'y a eu aucune rencontre, aucun lien entre nous. Alors, aujourd'hui, vous animez, j'imagine, l'opposition au conseil municipal? Oui, je le dis, opposition, c'est trop dit, mais je défends les intérêts de ma population, les intérêts de ma commune. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque je participe à une réunion du conseil municipal, les décisions qui sortent de ce conseil sont des décisions qui vont connaître, j'allais dire, mon adhésion si c'est bon pour la population ou mon opposition si ce n'est pas bon pour la population. On peut dire donc que c'est de l'opposition constructive. Oui, c'est de l'opposition constructive. À côté de cela, je serai celui qui va régulièrement informer ma population sur ce qui doit être fait, sur ce qui est fait et sur ce qui n'est pas fait, pour éclairer leur lanterne. Parce qu'ici, la politique qu'on nous donne de constater, c'est la politique de beaucoup de mensonges. Je voudrais dire que récemment, pour certaines activités qui se font par rapport au plan d'urgence sur Abobo, des gens disent que non, c'est le maire, à peine il vient d'être élu. Non, le plan d'urgence, c'est depuis 2016. Quand le président de la République est venu pour lancer la campagne des législatives, il a promis 174 milliards. Il a promis une bagatelle de 100 milliards après qui est passé à 174 milliards pour Abobo. Pour pouvoir changer le visage d'Abobo. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais nous attendons la mise en œuvre. Tout le monde est d'accord qu'il faut un nouveau souffle pour Abobo. Alors, comment voyez-vous ces débuts de celui que je considère comme votre adversaire politique aujourd'hui? Oh, le début que je vois, c'est le début de quelqu'un qui a fait beaucoup de promesses, et ces promesses-là se résument au fait que je siège au gouvernement, je parle avec le président de la République. C'est un atout quand même, non? Je vais vous dire que le développement local ne devrait pas être considéré sur cet angle. Bien évidemment, mais ça reste quand même un atout. Tout simplement que les maires qui ne sont pas du gouvernement, qui ne siègent pas au gouvernement, ne connaîtront pas véritablement des développements. Alors je ne pense pas. C'est l'ensemble des impôts qui sont collectés, l'ensemble des contributions de tous les citoyens ivoiriens qui devraient pouvoir apporter le développement aux citoyens. Et si aujourd'hui, nous trouvons un membre du gouvernement qui tient ce genre de propos, ça ne participe vraiment pas à la construction d'une conscience nationale, d'une conscience citoyenne, d'une conscience civique. C'est pour cela que j'ai parlé d'arnaque politique, parce qu'on va prêter au président de la République des intentions que lorsque des membres du gouvernement sont des élus locaux, évidemment, c'est beaucoup plus facile, le président va décaisser de l'argent. Parlons de projet. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'éducation nationale ne se porte pas très bien. Les enfants sont à la maison, il y a des grèves d'enseignants. Aujourd'hui, lundi, à Bouaké, il y a eu de la tension, un peu de violence. Concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez pour que
l'éducation nationale se porte mieux. Pascal Affi-N'Guessan a fait des propositions samedi dernier, assez précises, des propositions même chiffrées. Vous, qu'est-ce que vous proposeriez concrètement? Avant de faire des propositions, je voudrais dire que le syndicalisme est une activité qui est consacrée par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ils ne sont jamais interdits, les syndicats. Mais vous venez de m'annoncer tout à l'heure que des motos ont été brûlés par qui? Ah, ça, je ne sais pas. Je vous donne l'information. Ici, en Côte d'Ivoire, lorsque vous vous levez pour revendiquer tout ce qui doit contribuer à votre bien-être, au bien-être de votre travail, vous connaîtrez ce qu'on appelle la violence. Ce sont des enseignants, et vous l'avez su en tant que journaliste, qui étaient réunis en train de faire le point de la grève de ce matin. Ils ont déposé leur moto. Juste à côté d'eux, ils ont commencé à faire leur réunion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez en tant que personnalité politique? Moi, ce que je propose, c'est le dialogue. Les syndicalistes ont rédigé des motions de revendication. La ministre de l'Éducation nationale a enclenché le dialogue avec les syndicats. Oui. Alors, c'est une bonne chose, non? Oui, c'est une bonne chose. Je les encourage à continuer. Mais il ne faut pas se limiter seulement à faire des promesses. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde dit non, il n'y a pas d'argent. Même les recrutements qui se font au niveau de l'enseignement primaire, c'est avec le niveau BPC. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en Côte d'Ivoire, ici, le niveau de l'éducation a connu une baisse. Et ça, c'est la faute à Une qui? baisse drastique. Ah, la première faute appartient au gouvernement, à l'exécutif, qui recrute les enseignants, qui fait de la formation, qui paye les salaires. La première responsabilité, c'est la gouvernance nationale. Oui, mais est-ce qu'on peut parler que de cette responsabilité-là quand on imagine que les années de crise, les années de guerre ont tué l'éducation nationale? Oui, vous parlez des années de guerre. Qui sont ceux qui ont fait la guerre? C'est encore les politiques. Quand on fait la guerre pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On a des solutions. Mais si ces solutions ne parviennent pas à apaiser, je pense que quelque part, sur ce volet-là, on a échoué. Pour moi, il faut, quand vous voulez faire avancer quelque chose, il n'y a pas meilleure proposition que proposition qui vient des acteurs du secteur. C'est pour cela que le syndicalisme existe. Il y a ce que vous voulez, il y a ce que vous pensez, mais il y a ce que les acteurs, les professionnels du domaine connaissent et demandent. Quand vous prenez les écoles, je prends le cas d'Abidjan et d'Abobo, vous avez des écoles qui sont sans cantine scolaire. Même s'il n'y avait pas de grève, cela ne contribue pas à rehausser le niveau de l'enseignement. Vous avez des salles de classe où les tableaux ne répondent vraiment pas, où les enfants qui sont au deuxième rang n'arrivent pas à lire au tableau. Mais vous n'allez quand même pas dire qu'il n'y a pas d'effort qui se fait Oui, dans le bon sens. Vous savez, la meilleure des gouvernances, c'est ce que je vous dis. La meilleure des gouvernances, c'est la gouvernance qui est basée sur les 4 principes fondamentaux que je vous ai annoncés. Si vous êtes responsable, vous allez être transparent. Si vous êtes transparent, vous allez savoir que ce que vous allez prendre pour apporter une amélioration ne vient pas de votre poche. C'est pour cela que le 4e principe fondamental dit que si ça ne vient pas de votre poche, que si ça vient de l'ensemble des contributions des citoyens, il faut avoir leurs propositions, leur assentement. Je voudrais vous dire que dans les écoles, la structuration est telle qu'il y a des COGES, les comités de gestion des écoles. Ce sont des parents d'élèves qui sont réunis dans un bureau, qui parlent avec les parents, qui sont proches des établissements où vont leurs enfants, qui connaissent mieux les problèmes des établissements. Quand vous avez de l'existant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer. Quand vous avez fini d'améliorer ou parallèlement, vous pouvez construire de nouvelles classes. Mais l'existence n'est pas améliorée. Les enfants sont assis à 4, à 5 sur des tables bancs. Même s'il n'y a pas de grève, malgré la bonne volonté des enseignants, l'enseignement n'est pas boosté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander aux enseignants, à travers les syndicats, il faut demander aux parents d'élèves, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les parents d'élèves, eux aussi, cotisent et contribuent, mais avec des maigres moyens. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que l'Ivoirien vit une paupérisation tellement avancée que même pour payer
le manuel scolaire à ses enfants, c'est difficile. Ouais. À ceux-là, on dit qu'il faut vous approprier l'école, il faut améliorer le cadre de travail des enseignants. Les enseignants qui, eux aussi, ont des revendications d'ordre salarial, d'ordre social. C'est quand même curieux, vous trouvez que rien ne Je va. n'ai pas dit que rien n'a été fait, mais j'ai dit que quand vous voulez faire la mise en œuvre d'une gouvernance, il faut mettre en pratique les 4 principes fondamentaux. Ce n'est pas parce que vous allez demander l'avis des acteurs que les acteurs vous fassent des propositions. Quelquefois, vous voyez, on dilapide des milliards. Quand vous prenez les élections à Bobo ici, le budget, si vous pensez qu'un être humain, un citoyen alpha ou lambda peut prendre des milliards pour une élection locale, c'est tout le gouvernement avec l'argent du contribuable ivoirien qui a été éjecté ici à Abobo. Vous voyez, si véritablement nous voulons faire avancer les choses, il faut éviter de prendre des populations pour des entonnoirs. C'est-à-dire où on ne leur demande pas leurs propositions, leur avis, et puis on vient, on déverse dans leur tête. Je veux vous dire qu'Abobo a donné la meilleure réplique, mais seulement que nous ne sommes plus dans un état de droit. Toute dernière préoccupation, vous avez quand même un peu d'espoir pour Abobo. Oui, bien sûr. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. La preuve, vous êtes venu me trouver dans mon QG. Je continue de faire les audiences, je reçois les populations qui me disent leurs attentes que je vais transporter au conseil municipal. Quand je leur dis ça même, ils me disent « Oh, il faut laisser ça là ». Non, on ne veut pas parce que ceux-là, c'est pour la conservation du pouvoir qui sont... Ça, c'est les populations analphabètes qui me le disent. Hein. C'est pour la conservation du pouvoir qu'ils ont musclé tout le dispositif sur Abobo pour instrumentaliser Abobo. Mais c'est quand on veut te demander en tant que fils d'Abobo, dis à son excellent Guillaume Soro que ce que nous recherchons ici à Abobo, c'est le changement de politique. Le changement de politique parce que cette politique-là a avili le citoyen ivoirien. Cette politique-là a fait perdre aux citoyens lambda, aux familles des pauvres, qu'un jour, si leur enfant pouvait devenir une autorité, qu'avec cette façon de faire la politique au plan national, nos enfants seront toujours derrière parce que ce sont les milliardaires qu'on nous propose toujours, alors que le développement n'est pas fait avec leur argent, c'est fait avec l'argent du contribuable. La mise en œuvre de la politique locale est mieux faite quand c'est un fils de la localité parce qu'il a un lien affectif avec la localité. Aujourd'hui, vous allez remarquer, personne ne va derrière Ahmed, on ne le connaît même pas. Abobo, il force aujourd'hui. La politique que je pratique, c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Les vendredis, il va prier dans les mosquées. Mais ça ne peut pas changer la vie du citoyen lambda. Ce qui peut changer la vie du citoyen lambda, c'est de lui montrer que si moi, autorité, je suis allé à l'école et que je suis devenu autorité, par la mise en œuvre de la gouvernance locale qui est basée sur les 4 principes fondamentaux, vos enfants également, si vous les encadrez bien, ils peuvent devenir quelqu'un comme moi. C'est le modèle social qui est prôné par les sociologues qui peut amener les enfants des pauvres à sortir de la précarité parce que les pauvres font beaucoup d'efforts pour la construction nationale. Les pauvres ont besoin que leurs enfants, par les actions de l'État, par un retour sur investissement, que leurs enfants puissent aller dans des écoles publiques à l'aise et que demain ils aient des diplômes et qu'ils deviennent des citoyens utiles à la nation. Je suis bien obligé de vous relancer sur ça. J'ai comme l'impression que vous n'avez toujours pas digéré ces résultats-là. Pourtant, il faut tourner la page et avancer. Oui, je vous ai informé tout à l'heure que je continue les audiences. Ouais. Je ne suis plus en campagne. J'ai tourné cette page. Mais j'ai dit, même en tournant cette page, et vous l'avez annoncé, qu'est-ce que je ferai une opposition dans le conseil municipal? J'ai dit pas vraiment, mais une opposition constructive, oui. Je serai là, le fils d'Abobo, en train de leur rappeler que s'il y avait tel montant qui avait été prévu pour faire ci, que ce soit fait. Et ça, moi, je serai là pour ça. S'il y a des mensonges au niveau distillé dans la population, je serai là pour rectifier, pour éclairer. Et ça, c'est la démocratie. Oui, et ça, c'est la démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse m'enlever ce droit en tant qu'élu local de pouvoir éclairer ma population. Hier, j'étais avec des jeunes à qui j'ai prononcé une conférence pour éclairer leur lanterne sur la mise en œuvre de la gouvernance locale et demander leur participation. Parce que leur participation n'est pas forcément d'être présent pour dire oui, j'accompagne, mais leur participation aussi est de dire non, ça là, on ne veut pas. Parce que si on fait ça, ça ne nous arrange pas. Et ça aussi, c'est la démocratie. Et ça, c'est la démocratie. C'est tout ce que nous nous demandons. Je vous remercie et très bonne journée. Merci infiniment à vous.